Salam, salam la famille Outsider. On se retrouve encore une fois avec Wilou. Wilou, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine. Tu sais, la semaine passée, on a parlé de légende là. J'ai vu des Ouais. commentaires. Tu sens que les gens. Il y a des gars, ils étaient prêts à prendre le bloc-notes, le stylo, et ils étaient prêts à faire des dissertations. Ouais. Ouais, j'ai lu les commentaires aussi, ça faisait trop plaisir. Franchement, c'était une super idée de sujet et ça a beaucoup inspiré l'audience. Donc ça fait plaisir et cette semaine, ce sera à mon tour de m'y coller et je vais en préparer une type bac philo aussi qui, j'espère, va être cool. Ah, j'ai hâte de retourner en classe. Aujourd'hui, on va revenir un tout petit peu sur le terrain. On va parler Ouais, de Mohamed Salah, de Antoine Griezmann. Je pense deux joueurs avec des trajectoires récentes un tout petit peu différentes. Et j'ai envie de commencer par Mohamed Salah, quoi. Et la question que j'ai envie de poser, elle est simple. C'est que Salah, aujourd'hui, il est en train de vivre une saison, j'ai envie de mettre entre guillemets, compliquée. Je dis entre guillemets compliqué tout simplement parce qu'aujourd'hui, en termes de statistiques, par rapport à ce qu'il nous a habitués ces dernières années, parce que j'ai envie de rappeler aux gens que Salah a quand ouais, même gagné 3 fois le Golden Boot, quoi. Il a fini 3 fois meilleur buteur du championnat en 5 ans. Salah, c'est pas un tocard. Franchement, c'est un top player. Des buts, il en a mis sans aucun problème. Une qualité de finition exceptionnelle dès qu'il est arrivé en Angleterre. Maintenant, aujourd'hui, le problème, il est simple, c'est Mohamed Salah est en sous-performance. Mais le fait d'être en sous-performance par rapport à une équipe de Liverpool qui ne joue pas très bien aussi, est-ce qu'on peut dire que c'est Salah ne joue pas bien ou c'est Liverpool qui joue pas bien? C'est la question que j'avais envie de discuter un tout petit peu autour de Mohamed Salah mm, parce que, tu sais, Willou, cet été, il s'est passé quelque chose d'assez important. Moi, j'aime pas trop en parler parce que dès que j'en parle, on va dire, ouais, il est sénégalais, machin, tout ça, Sadio Mané et tout. Alors que la vérité aussi, elle est là, c'est que Liverpool a perdu un joueur très important. C'est-à-dire qu'il y a certains joueurs qui font partie qui sont le ciment, en fait, de certaines équipes. Il y a certains joueurs, en fait, qui sont, je pense, très importants dans certaines équipes. Et Mohamed Salah, cet été, il est devenu, à côté, le joueur le mieux payé de l'histoire de Liverpool, ou presque, si je ne me trompe pas, avec un salaire avoisinant les ouais, 350 000 pounds et tout c'est ça. par semaine. Par Donc, semaine. Ouais, le gars a un salaire énorme. On a mis sur son dos le poids que à 3 il portait avant, avec Firmino, avec Sadio Mané, et là je parle plutôt du football offensif de Liverpool, j'oublie les Van Dijk et puis tout ça. Mais aujourd'hui, une fois que Sadio Mané part, un choix est fait et qu'on dit que c'est Salah le futur et qu'on renouvelle sur Salah et tout, il y a un poids qui se met sur toi. Est-ce que ce poids-là aussi ne l'empêche pas de performer? Bref, tant de questions que je me pose sur le cas Mohamed Salah, et aujourd'hui j'avais envie d'en discuter. Ouais, bah, c'est vraiment un sujet très intéressant parce que tu as commencé à poser un petit peu les bases du débat statistique. Effectivement, cette année, cette saison, ça se passe quand même beaucoup moins bien que même la précédente. La saison dernière, il finit meilleur buteur du championnat anglais à égalité avec Heung-min Son, mais il prend une de ses 3 Golden Boots. Et l'année passée, au même stade, fin janvier, il était déjà à 15 buts. Aujourd'hui, il en est à 7. Et je parle tout ça, ça va être en première ligue. C'est les stats en première ligue. Aujourd'hui, il est qu'à 7 petits buts cette saison en première ligue. Il marque toutes les 240 minutes en moyenne. C'est vraiment pas beaucoup pour Salah sur ses 3 derniers matchs. Et en plus, ouais, c'est un phénomène qui est encore accentué sur ce qu'on voit très récemment. Sur ses 3 derniers matchs en première ligue, il a 3 tirs, aucun cadré. Donc, ouais, on se demande est-ce que c'est vraiment le Mohamed Salah qu'on connaît? Mais en même temps, bah, c'est vrai que cette saison, on a un Liverpool qui est aussi méconnaissable, qui a 10 points du top 4 là, ou quelque chose comme ça. Il y a eu un nouveau secteur offensif, sans Mané, tu l'as dit, mais Liverpool a aussi fait une bonne partie de la saison sans Diogo Jota qui a été blessé, Luis Diaz, on sait qu'il a des soucis, t'intègres Darwin Núñez, maintenant Gakpo, ça fait beaucoup de changements juste sur le secteur offensif, sans compter le fait, et on en avait discuté il y a un petit moment, sans compter le fait qu'à Liverpool, le problème, il est sans doute au milieu de terrain, sans ces triples poumons, ce triple poumon de l'entrejeu, sans cette salle des machines clopienne, ça rend la tâche du trio offensif beaucoup plus difficile. Je pense que tu peux regarder Salah, ses performances à lui, et c'est vrai qu'il touche, par exemple, il touche 11 ballons de moins en moyenne par match que la saison passée. L'année passée, il était à 50 ballons touchés par match à peu près, là il est à 39, et il en touche 3 de moins dans la surface de réparation. Donc on peut dire ça, on se dit, ah Salah, je sais pas, il fait moins les appels, il est moins dans les bonnes positions, il arrive moins à se dégager du marquage, etc. Mais on peut aussi dire qu'il est un peu moins bien épaulé, t'as dit sans Mané par exemple de l'autre côté, mais côté droit, Trent Alexander-Arnold, la saison passée, il avait donné déjà 12 passes décisives, cette année il en a qu'une seule, ou il a donné 12 passes décisives au total la saison passée, cette année il en a qu'une seule, c'est
tout le secteur de Liverpool, c'est tout Liverpool qui marche beaucoup, beaucoup moins bien. Donc, je dirais que c'est difficile de lui imputer. Après, on peut aussi regarder un truc dans les stats, c'est que, par exemple, il a plus de penalty. Quand même, dans ses saisons, dans ses bonnes saisons, tu vois, la saison passée, sur quoi il marque 22 buts ou un peu plus de 20 pour la Golden Boot, il avait eu 5 penalties en Première Ligue. La saison d'avant ça, il en avait 6. Mais Liverpool, là, a pas eu un seul penalty à tirer cette saison. La dernière fois que Liverpool a eu un penalty, c'était en avril dernier contre Watford. Donc ça remonte à il y a une éternité. Je crois qu'ils sont sur 35 matchs consécutifs sans penalty. Forcément, ça va avoir un impact sur les statistiques. Après, j'ai d'autres choses que je mettrais dans la balance et dans l'équation. Mais pour poser un petit peu les bases du débat, je dirais ça sur Mohamed Salah. Mais tu sais, ce que tu me dis tout à l'heure, là, que la statistique qui m'a marqué par rapport à ce que tu m'as dit, c'est quand tu me dis, OK, il y a le Salah qu'on connaît, mais il y a le Salah en ce moment. Et quand je regarde le Salah en ce moment, tu me dis, ouais, sur les 3 derniers matchs, il a 3 tirs. C'est grave. Ouais. C'est grave. C'est quand même très grave. On parle d'un joueur quand même qui doit claquer des buts. On parle d'un joueur où on a une attente. Effectivement, la saison passée, tu me dis, il était déjà à peu près quoi, 15 buts ou un truc comme ça. C'est quand même exceptionnel. Ouais. Donc, tu sens qu'il était sur un certain rythme. Mais moi, la question que je me pose aujourd'hui, Wilou, elle est simple. C'est que Mohamed Salah, aujourd'hui, c'est un grand joueur. Franchement, je n'enlève en rien sur la grandeur du joueur. J'ai énormément de respect pour le joueur parce que ce qu'il a réussi à faire, c'est exceptionnel. Et en termes de talent même, il est très fort. Franchement, il est fort. Moi, j'ai vu Salah jouer en live à la CAN. Il m'a bluffé. Ces petits gestes-là, il est fatigant. Je l'ai vu 3 matchs d'ailleurs. J'ai vu 3 matchs de l'Égypte, incluant la finale. Il est fatigant, le Mohamed Salah. Mais aujourd'hui, je me pose des questions, c'est de savoir, en parlant même de l'Égypte, comment est-ce qu'il réussit en Égypte, en n'ayant pas le soutien, forcément. Parce que l'équipe nationale d'Égypte n'est pas une équipe extraordinaire. Il n'y a pas forcément le soutien qu'il faut. Mais comment il réussit à porter cette équipe nationale-là d'une manière extraordinaire et qu'aujourd'hui, à l'été où il y a le changement, à l'été où Roberto Firmino, c'est pas clair, va-t-il renouveler ou pas, finalement, il est blessé en ce moment, même s'il avait fait un bon début de championnat, à l'été où Sadio Mané part au Bayern et on connaît l'importance de Sadio Mané parce que l'année passée, qu'on le veuille ou non, le pauvre Salah, moi je me rappelle, les lasers, on l'a traumatisé. Je me demande même est-ce qu'on ne l'a pas rendu aveugle un tout petit peu parce que là j'ai l'impression qu'il ne voit pas très bien Mohamed Salah en ce moment parce que les Sénégalais l'ont fatigué. On l'a laseré, il n'a rien compris le pauvre. Mais quand il est revenu de cette opération laser dans le désert du Sénégal... Je suis trop con. Quand il est revenu, il marquait plus. En fait, il marquait plus. C'est après on a dit ouais, Sadio il joue en pointe, Sadio etc. Et Sadio a commencé à beaucoup marquer. Sadio a été très très chaud. Jusqu'à même on a cru au Ballon d'Or jusqu'à la fin, jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui, je me pose des questions en fait sur aussi un autre côté le leadership de Mohamed Salah en club. Je ne sais pas. C'est des questions en fait, c'est des questions. Franchement les gars, faut pas vous fâcher. Parce que je vois déjà les gars se fâcher en commentaire, tu vois. Disant, ouais, non, on se pose des questions pour savoir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe avec Mohamed Salah. Parce qu'à mon humble avis, franchement, tu sais Wilou, pour moi, une saison en première ligue de 7 buts, 4 passes décisives pour une équipe comme Liverpool qui se bat à la 7e ou à la 8e place, c'est une bonne saison. Ouais, c'est pas si mal, c'est vrai. Ça montre que son plancher, son niveau plancher, il est pas mal. Ouais. Ça reste Mo Salah, un des tout meilleurs joueurs des 10 dernières années. Un gars que tu mettrais dans le top 10 des meilleurs joueurs des 5, 6, 7 dernières saisons, évidemment. Par rapport à ça, je dirais que pour moi, les champs d'explication, c'est avant tout, Liverpool, c'est vraiment pas le Liverpool qu'on connaît. Dans ce contexte, c'est dur de briller, comme on l'a bien souligné. Et tu as commencé à le dire aussi, avec ce qui s'est passé avec l'Égypte, que ce soit la finale de CAN perdue ou le barrage perdu, bien sûr, pour accéder à la Coupe du Monde, ce double crève-cœur là en un mois, quand en plus ton coéquipier, lui, a connu la joie ultime, je pense que c'était émotionnellement, mentalement assez difficile. Enfin, je pense qu'il y a des gars qui reviennent de la Coupe du Monde. Là, on le voit actuellement. Par exemple, on voit Neymar, son retour de Coupe du Monde. Psychologiquement, il n'y est pas du tout. Et après cette période-là, pour Salah, j'imagine que compliqué de réenchaîner. Moi, ça, je le vois peut-être dans un truc, c'est que Salah, mine de rien, même avec son volume de ballons touchés par match inférieur par rapport à sa moyenne habituelle, etc., il continue à se procurer pas mal de grosses occasions. Mais il y a beaucoup de ratés. Salah, je crois que mentalement, il y a vraiment un manque de confiance là. Il y a beaucoup de ratés à la finition. Pour 10 expected goals qu'il se génère, ce qui est genre top 5 du championnat quand même, ou top 6, il a que 7 buts à son nom, comme on a dit.
Et ça, c'est pas du tout dans les standards habituels de Mo Salah. Mo Salah, normalement, non seulement il sous-performe pas ses XG, mais il les explose, il les surperforme, parce que c'est un top finisseur, capable de finir même pied droit dans des positions qui semblent improbables. Évidemment, c'est le joueur qu'on connaît. Donc, je pense que mentalement, psychologiquement, il y a forcément quelque chose d'un petit peu difficile pour lui. Maintenant, moi, j'ai quand même envie d'y croire, dans le sens où Mo Salah, je crois que des périodes difficiles dans sa carrière, il en a connu. Pour le coup, il a eu des moments très difficiles avant d'arriver à ce pic à Liverpool, 2018, 2019, 2020, etc. Bon, ça là, il y a eu des moments vraiment, vraiment pas simples. Bon, même il arrive au footballistiquement en tant que jeune garçon, dans un contexte où il doit faire, je crois, 2 ou 3 heures de bus, aller, puis retour, pour se rendre à l'entraînement. Enfin bref, les difficultés dans sa vie, et ça là, il en a eu. Et ça, je pense qu'il est totalement capable de s'en remettre. Mais ça va passer par un collectif de Liverpool plus fonctionnel et plus fourni. Là, il reste quelques jours avant la fin du mercato hivernal. Pour moi, il y a des coups à faire pour Liverpool. Il faut se renforcer. Et avec ça, je pense qu'on verra un meilleur Salah. J'ai hâte de voir surtout le retour des blessés. J'espère que ça va l'aider. J'espère que ça va le soulager mentalement. Je pense qu'il y a une certaine pression qui est sur ses épaules en ce moment. Parce que j'ai envie de dire qu'effectivement, tu as raison. Sur certaines occasions, dans certains matchs, je te dis, mais Salah, il aurait marqué. Salah a marqué des buts. C'est compliqué. Mais des buts, tu comprends même pas. En fait, des buts à Watford où le gars, il dribble 4 joueurs dans des... C'est pas il dribble 4 joueurs en course. C'est lui, il dribble 4 joueurs dans la surface de réparation. Tu comprends pas, en fait. C'est que Salah est un joueur qui est très précis. En fait, c'est un sniper. Il est dangereux. Mais là, effectivement, la confiance n'y est pas. On peut dire aussi qu'effectivement, avec tous les blessés qu'il y a, l'effectif, c'est compliqué. Jürgen Klopp lui-même, il a l'air un tout petit peu perdu. Comme j'ai dit, lui-même, il l'a dit. Je pense que là, Liverpool, bizarrement, en début de saison, c'était pas une saison de transition. Je pense pas. Mais là, c'est devenu une saison de transition. Et il va devoir retravailler l'année prochaine pour revenir parce qu'il a renouvelé son contrat. On va voir ce que ça va donner avec Mohamed Salah d'ici la fin de la saison. En parlant de confiance tout à l'heure, il y a un autre gars qui est en confiance en ce moment, c'est Antoine Griezmann. C'est un bandit. Franchement, c'est un bandit. Moi, Griezmann, j'ai dit... C'est pour ça que je voulais faire Salah, Griezmann, parce que je trouvais que ça faisait un bon équilibre, en fait, dans la même vidéo. Parce que tu te dis, tu vois, Salah, qu'on le veuille ou non, Ballon d'Or. Là où Sadio Mané finit deuxième, Salah peut prétendre dire que durant ces dernières années, peut-être qu'il aurait pu prétendre à une meilleure place au Ballon d'Or qu'il n'a eu à l'avoir. Je pense que sa meilleure place, c'est 4e, si je ne me trompe pas. Il aurait pu prétendre peut-être à être dans un podium du Ballon d'Or. Il n'a pas eu l'occasion de l'être, tu vois. Alors que c'est un grand joueur. Griezmann a été podium du Ballon d'Or. Il nous a même rappelé que c'était lui, je dis bien, qui avait mis la table et tout et qui avait invité Messi et Ronaldo. Miskin, le pauvre, il est devenu serveur. Donc franchement, on va être très sérieux. Même pas, il est devenu plongeur. On va envoyer à la plonge. Donc Grisou, c'est une carrière quand même incroyable où tu te rends compte que la seule constante qu'il y a eu presque, c'est l'équipe de France. Franchement, c'est la seule constante qu'il y a eu, sauf la dernière fois, oui, cette année un tout petit peu, ces 2 dernières années quand il était au Barça et tout, mais même quand il venait en équipe de France, ça allait bien. Cette année, Griezmann est de retour de la Coupe du Monde, il est en top forme, franchement. Est-ce que tu penses que, je sais pas, j'ai envie de dire, c'est le meilleur Antoine Griezmann qu'on a et que c'est fini, c'est réglé, il a retrouvé son club de cœur, il va rester à l'Atlético, il est intouchable et voilà, on attend Griezmann 2024. Bon, c'est pas les élections, mais je parle de l'Euro, quoi. Pour l'Euro, écoute, on espère. Non, mais c'est vrai que tu mets le doigt sur quelque chose de tellement vrai. Griezmann en équipe de France, c'est sa constante, un peu comme Pogba en fait. Nous, on a eu des joueurs en équipe de France qui brillaient quand ils mettaient le maillot bleu et qui étaient, pour eux, ce maillot bleu, il était un peu une respiration par rapport à ce qu'ils vivaient en club, à une époque où ça pouvait être... À une époque, c'était peut-être l'inverse. Et on a parlé ici souvent de la sélection anglaise de l'époque où c'était totalement l'inverse. Les joueurs, en arrivant en sélection, étaient tétanisés, se figeaient, ça marchait pas, il y avait de la tension. Nous, en équipe de France, ça marche très très bien pour eux. Mais Griezmann, en ce moment, c'est sûr que sur le dos, sur la suite de cette Coupe du Monde, vraiment réussie, à part la finale, malheureusement, mais sur le reste où il était absolument stellaire, mérite d'être dans le 11 du tournoi, etc. Ouais, là, ça se passe bien. Il sort d'un match où un but, 2 passes décisives, dépendant de si on compte ce centre-là qui est repris en 2 temps, etc. Ça se passe bien pour lui. Les enseignements que j'ai envie d'en tirer, c'est que quand il a les cheveux roses, ça va. Quand il a les cheveux blancs peroxydés, ça va. Vert, moins bien. Non, mais sinon, juste sur la trajectoire, c'est clair qu'on est sur un gars qui est... je veux dire, j'ai regardé en 2018, juste après la Coupe du Monde remportée avec les Bleus, il est coté à 150 millions d'euros sur Transfermarkt. Et l'été juste après ça, le Barça l'achète quand même pour 120 millions. Ça, c'était à une époque, ça, c'était la hauteur d'Antoine Griezmann. Il était à ce niveau-là. Ça doit être... un des 5, 10, c'est sûr, mais peut-être un des 5 transferts les plus chers du monde, ou pas loin en tout cas, dans ces eaux-là.
Ouais, aujourd'hui, il en vaut 25 sur Transfermarkt. Bon, il y a un peu de temps qui est passé entre ça. Mais c'est vrai que son plus beau trophée en club aussi, c'est l'Europa League. Il gagne même pas la Liga. Il est à la Real Sociedad quand l'Atlético remporte la Liga en 2014. Il arrive juste après ça. Donc, c'est quand même une carrière très, très spéciale. Mais sort d'une énorme Coupe du Monde. C'est ce gars qui est un peu... je pense, pour le coup, qui marche vraiment à la confiance et disons quand ça se passe bien dans sa vie. Là je vois que non seulement il sort de ce mondial où il a été porté au nu, etc. Donc il a eu ce regain d'enthousiasme sportif autour de lui, machin, mais même il a l'air de s'éclater. Bon, il a dit lui-même, il dit quand je fais des coupes de cheveux originales, c'est que je suis heureux et quand je suis heureux ça se passe bien sur le terrain. Je crois qu'il a commenté un match de NFL l'autre jour, il y a 2-3 jours, on connaît son affection pour les sports américains, etc. Bref, j'ai l'impression de voir un gars assez épanoui. Peut-être que sa situation contractuelle qui a quand même été réparée là à l'Atlético, alors qu'à un moment on sait que c'était très compliqué avec ces matchs qui pouvaient même pas finir ou jouer en entier pour peur de déclencher la clause libératoire, etc. Ça c'était pas évident de performer dans ce contexte-là. Donc j'ai l'impression que les choses se sont un petit peu clarifiées autour de lui. Peut-être il y a des joueurs avec l'âge qui passe aussi, ça devient de plus en plus facile pour eux. Disons que mentalement les priorités deviennent plus claires. Peut-être aussi que son rôle sur le terrain s'accommode bien avec l'âge. Finalement, Antoine Griezmann, c'est avant tout la qualité technique, la qualité de vision, le gars qui fait vivre le collectif. Il n'a pas besoin d'être ce joueur de percussion, etc. Donc, il est possible qu'il continue même à se bonifier avec l'âge. Et que là, on a un Antoine Griezmann à 31 ans qui est très bon. Peut-être qu'on aura un Antoine Griezmann à 33, 34 ans qui sera toujours aussi pertinent. Donc, à voir comment Simeone veut l'utiliser. Toujours pas mal dans l'effort défensif, etc. Peut-être ça qui peut limiter et qui peut un peu éroder sa qualité avec le temps. Mais bon, moi, je prends toujours autant de plaisir à le voir jouer. Non, tu as parfaitement raison, en fait. Et deux choses. La première, c'est par rapport au temps de jeu dans son contrat. Effectivement, je pense que ça, le fait d'avoir enlevé ce poids-là, tu sais, des fois, j'ai l'habitude de le dire et je dis à chaque fois, j'ai dit, nous tous, on n'est que des êtres humains, on a des feelings, tu vois. Moi, je ne sais pas ce que tu as vécu hier. Peut-être que hier, tu as vécu un moment très heureux, peut-être que tu as vécu un moment qui t'a fâché sur le moment, peut-être que tu as un stress. Chacun a on a tous nos stress de tous les jours, mais après, on a quand même un travail professionnel qu'on doit faire, donc du coup, il faut performer. Et quand tu dois performer devant un public, le public n'en a rien à faire de tes émotions. C'est pas leur problème. Eux, ce qu'ils veulent, c'est venir voir, je dis bien, un résultat positif par rapport à tes performances. Donc, j'ai envie de dire que nous aussi, des fois, c'est la même chose. On vient, on fait une vidéo, que tu sois triste, pas triste ou quoi que ce soit, bah, le follower, lui, quand il regarde la vidéo, la première impression qu'il a envie d'avoir, c'est une impression rassurante. C'est comme le joueur de football quand il est sur le terrain et qu'il doit bien jouer. Et Antoine Griezmann, aujourd'hui, j'ai envie de dire que ça lui a pris du temps, mais il a retrouvé un tout petit peu parce que Grisou, moi, je l'ai toujours trouvé comme un joueur, j'ai envie de dire, tu sais que des fois, tu peux dire naïf, mais c'est pas négatif. Naïf et gentil, en fait. Tu vois, Grisou, c'est ce genre de mec-là, tu vois, c'est ce genre de mec, tu sens, il a fait des conneries de temps en temps, je vais pas revenir là-dessus, mais immédiatement, tu te dis, ah, c'est pas grave, peut-être que, voilà, il a pas assez, peut-être appris ou d'expérience ou quelque chose comme ça. Donc, tu as toujours été ce personnage-là très, très sympathique, et le passage au Barça a été cataclysmique. Franchement, il a été très compliqué. Émotionnellement, il a été très, très difficile, et c'est là où je parle de l'être humain. Il a dû faire une erreur, j'imagine, et tout, sans compter la décision par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, comme tu le dis, tu sens qu'il est heureux, et ça se voit sur le terrain. Il est vraiment relâché. C'est lui le leader de l'équipe, c'est le patron de l'équipe. Il fait ce qu'il veut, il est partout. Il est à gauche, il est à droite, il est sur le côté. Il tacle beaucoup aussi. Je regardais les statistiques vite fait comme ça. Je me suis dit, bon, Grisou, 6 buts, 6 passes D, 3 buts du gauche, 3 buts du droit, 3 buts dans la surface, 3 buts hors surface. Tu dis, ok, c'est un joueur équilibré, lui, franchement. Près de 1,7 tacles par match. Tu te dis, ok, il fait aussi les efforts défensifs quand il faut le faire, alors que c'est un joueur à vocation offensive. Pour moi, Antoine Griezmann, à chaque fois on parle de joueurs qui peuvent descendre sur le terrain. Non, pour moi, franchement, Griezmann, s'il y a un jour, il finit 6 à la Kanté dans un match comme ça, juste pour ratisser devant la défense, ça ne m'étonnerait pas. Il a ce que ont pas mal de joueurs, et c'est pour ça que des fois même, je me dis que dans sa tête, effectivement, Grisou, ils sont plusieurs. Il y a un Congolais, il y a un Uruguayen, parce qu'il a un peu du Arturo Vidal en lui, cette capacité. Moi, je me rappelle du Vidal de Antonio Conte, tout ça, qui jouait de temps en temps, défenseur central, qui dépannait, mais qui était 6 aussi, qui pouvait jouer 8 et tout, avec les Marquisio, etc. Donc, c'est ce joueur-là qui est très versatile sur le
de terrain, qui peut occuper 3-4 postes, mais qui en même temps aussi a cet instinct de buteur-là. C'est rare. Pour moi, c'est un très grand joueur de football. Et voilà, ça me fait plaisir de le revoir au top. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ici la fin de la saison, parce que l'Atlético doit continuer à se battre, parce qu'en ce moment, en Liga, c'est pas très simple. Ouais. Je crois qu'il a bien digéré sa Coupe du Monde aussi parce que même s'il y a cette défaite en finale, lui, il a fait un super tournoi et tout le monde l'a valorisé comme tel. Et en plus, lui en a déjà gagné une. Donc, bien sûr, tu as envie de gagner la deuxième, mais c'est pas comme si... Et je crois que beaucoup de joueurs de l'équipe de France l'ont dit en interview après. Yoris, notamment, au moment où il a pris sa retraite internationale, il dit « Ouais, elle fait mal cette finale, mais heureusement, il y avait celle de 2018. Heureusement, il y avait celle en Russie. » Et ça limite, je pense, ça estompe vraiment la souffrance, la difficulté. Et je le vois par exemple, je sais pas, même à l'Atlético, il y a quand même pas mal de joueurs argentins qui ont gagné cette Coupe du Monde. Les Rodrigo de Paul, les Nahuel Molina, avec lequel Griezmann célèbre à fond son deuxième but là, sur le dernier match il y a quelques jours. Il reprend son centre, il va le voir, grosse embrassade. Ouais, exactement, Correa. Donc ça, c'est un truc qui est important aussi pour rebondir. Pas tout le monde réussit à le faire, là, un mois après la conclusion de ce mondial. Je pense que Griezmann, il est en train de réussir ce pari. Dernière question, parce que la semaine passée, bon, étant donné qu'on a ouvert maintenant cette porte-là, maintenant on va de temps en temps finir avec ça. Bon, Griezmann, il est situé où lui? Salah aussi, il est situé où lui dans l'échelle de... Parce que les gars ont sorti des... Les gars, ils ont pris ça, on dirait c'était la pyramide de Maslow ou bien l'échelle de Richter, je ne sais pas. Ils ont mis des paliers en disant qu'il y a icône, il y a semi-légende, il y a légende. Ah, c'est une bonne question. Écoute, comme je le disais la dernière fois, je crois que légende, c'est un grade qui s'apprécie vraiment avec le temps. Il faudra attendre que tout soit fini. Mais si je dois prendre le pari, je prends le pari que dans 10 ans, on dira que les deux sont des légendes. Après, ça dépend comment est-ce qu'on gradue, parce que comme on l'avait souligné dans la vidéo, on aime bien préciser aussi légende de X, légende de Y. Tu vois, Salah, ça sera évidemment une légende de Liverpool, le gars qui leur a fait, pas seul, mais qui est fortement associé au fait que Liverpool remporte enfin la Première Ligue 30 ans après, etc. Et je veux dire, cet accomplissement-là, il est suffisant pour être très très haut. La Ligue des Champions remportée aussi. Et Griezmann, c'est la Coupe du Monde 2018 et c'est un gars qui a jamais déçu quand il a mis le maillot bleu ou très rarement. Donc voilà, juste ça veut dire pour lui légende de l'équipe de France, pour sûr. À un moment, pendant la Coupe du Monde, quand il était en train de faire son tournoi magique, il y en avait qui étaient déjà en train de revoir un peu la hiérarchie, Zidane, Platini et Griezmann dans tout ça. Donc juste pour dire que oui, dans 10 ans, on dira Griezmann légende de l'équipe de France, au moins, et Salah, légende de Liverpool et de l'Égypte aussi, pour sûr. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Après, de l'Égypte, attention, un petit bémol, je suis d'accord avec toi, mais de l'Égypte, il y a des gars, ils vont se fâcher, ils vont dire Salah, il n'a rien gagné. C'est sûr qu'il n'a rien gagné. En fait, je me sens tellement mal pour lui des fois, parce que je me dis, tu sais, c'est genre, ouais. C'est dommage, il a perdu 1-0 face à l'Afrique du Sud chez lui. Il ne fallait pas perdre en huitième de finale. C'est des choses qui arrivent. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un débat intéressant. On en avait fait un sur Salah, Mané, qui fait la plus grande carrière pour l'instant, etc., quand on avait lancé l'émission il y a quelques mois. Et sur Salah, est-ce que tu peux être une légende de ton pays sans avoir jamais rien gagné? Parce que la réalité, c'est qu'une nation comme l'Afrique, comme l'Égypte, qui a gagné genre 8 CAN ou évidemment recordman des CAN, un truc de malade, énorme morceau du continent africain. Pourtant, Salah, je pense qu'on peut dire assez clairement que c'est de loin leur plus grand joueur. Il n'y a aucun joueur égyptien qui a été aussi haut individuellement. L'Égypte, ça a toujours été un collectif sur la scène continentale extraordinaire, mais en tant qu'individu, il n'y a pas d'Égyptien au niveau de Salah. Non, et puis c'est ça en fait, c'est quand tu regardes effectivement dans ce statut de légende là, j'aime bien parce que tu as regardé, tu as dit, ce que tu dis c'est vrai, il y a eu des Mido, il y a eu des Osam Hassan, il y a eu El Hadari, le gardien, mais tout ça c'est des gars qui ont quand même, ils n'ont pas percé comme ça là, il a percé. Même Mohamed Aboutrika qui était pour moi le meilleur joueur de cette génération là, il était trop fort lui en fait, tu vois, mais même lui il n'a pas percé à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a un gros débat parce que tu te dis, waouh, je sais pas, est-ce que les Égyptiens sentent comme les Argentins il y avait un temps avec Messi, je sais pas. Franchement, il y a une discussion à avoir là-dessus. Ouais. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Willou, c'était un plaisir, franchement, belle discussion. Absolument. Salah, Griezmann, on se fera un autre petit duo comme ça très prochainement. Un dernier mot? Ouais, non, c'était très cool, effectivement. Bien les trajectoires complémentaires. Tu es très inspiré sur les sujets de vidéo en ce moment, donc ça fait plaisir. À la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.